Ça part l'emploi, votre rendez-vous mensuel avec Petit Sam et Eric de Direct Jobs. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus pour l'émission Ça parle emploi. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'on l'avait naturellement annoncé il y a quelques temps, le mois dernier, comme quoi on avait la venue de Petit Sam. Et voilà qui est en face de nous. Donc voilà, on n'est plus à distance, on est vraiment en présentiel. Donc bienvenue Petit Sam. Voilà, merci un grand beaucoup. plaisir de t'accueillir et d'autant plus qu'aujourd'hui, eh bien, bonjour aussi Sandrine, j'allais oublier Sandrine. Voilà, J'ai eu elle était peur, pas loin. merci Eric quand même. Bah oui, grand merci aussi d'être là et un grand merci une fois de plus à Radio Plus parce que exceptionnellement, ils nous accueillent ce matin pour enregistrer notre émission. Donc un grand merci à Lucas, un grand merci aussi à Christophe qui est le président de cette radio de nous faire confiance une fois de plus et de nous donner l'opportunité de naturellement d'enregistrer cette émission de Ça parle emploi. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. C'est le thème naturellement des 60 minutes qu'on va passer ensemble. Donc, je vais donner maintenant la parole directement à Sandrine pour lancer cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eric, bonjour Petit Sam. Bonjour. Ravi de t'accueillir à Lille. Donc, c'est super sympa de se voir, enfin, en vrai. Enfin, oui. Dis-moi Petit Sam, pourquoi cette thématique ? Alors, cette thématique, parce que déjà depuis quelques temps, notamment depuis la pandémie d'ailleurs, il y a un réel engouement pour ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, qui se demandent si elles ne devraient pas finalement franchir le pas, changer de métier, changer de secteur. Et il y en a aussi qui sont bien décidées à le faire et forcément, elles se posent plein de questions. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de les aider à y voir plus clair, à savoir comment faire et aussi les erreurs à éviter. Alors concrètement, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cette émission ? On va voir déjà par où commencer. Quelles questions il faut se poser dès le début, comment faire pour choisir un nouveau métier et surtout être sûr de son choix. Et puis bien sûr, ensuite, on va voir comment convaincre un recruteur quand on change comme ça de voie professionnelle et qu'on postule sans expérience pour le nouveau métier visé. Alors, on va commencer en 3 parties. On va commencer par cette première partie qui est naturellement par où commencer, tu viens de le dire. Et donc, se poser les bonnes questions. Voilà, c'est le sujet de cette première partie. C'est ça, exactement. Il y a plein de questions à se poser, des questions auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Par réflexe, les gens se demandent de quoi ils ont envie. Ça, c'est super important, de vous demander aussi, finalement, ce que vous ne voulez pas. Pour une raison qui est très simple, parce que si vous voulez changer de métier ou carrément de secteur professionnel, c'est qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Par exemple, il y a le rythme de travail ou encore la manière de travailler. Et il y a peut-être aussi des choses qui vous manquent dans votre métier aujourd'hui, comme une diversité de missions ou encore la possibilité de prendre plus de responsabilités ou de développer de nouveaux projets. Et tout ça, en fait, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous manque, ça vous oriente forcément vers ce dont vous avez envie et besoin aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant le point sur tout ça, vous allez non seulement faire avancer concrètement votre réflexion, mais en plus, vous allez déjà développer des arguments, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais c'est exactement le type d'argument qu'il faudra réussir à donner en entretien d'embauche. Alors, on a dit qu'il fallait se demander ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et dans le même ordre d'idée, il faut vous demander ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Là, je pense particulièrement aux conditions de travail. Est-ce que vous aimez ou n'aimez pas travailler en autonomie, en équipe, en intérieur, en extérieur, dans un environnement type open space, en présentiel, en distanciel, voilà, tous ces paramètres-là. Est-ce que vous préférez un travail plutôt manuel ou pas ? Et ça, c'est des questions à se poser, là encore, parce que toutes les réponses mises bout à bout, elles vont vous permettre d'affiner la réflexion sur votre choix de métier. Tout simplement aussi, demandez-vous s'il y a des choses qui vous attirent, qui vous passionnent. Parce que souvent, les gens se passionnent pour quelque chose, ils vont développer énormément de compétences au fil du temps, et puis ils se rendent compte qu'au final, ils peuvent mobiliser ces compétences au service d'un métier. Par exemple, quelqu'un qui est très bricoleur, il pourrait envisager d'aller vers un poste de technicien de maintenance. Toujours dans le même ordre d'idées, il y a votre personnalité, il y a vos traits de caractère qui sont à prendre en considération parce que dans votre vie perso, vous développez des compétences qui sont liées à votre personnalité. Pour vous donner juste un exemple, j'ai accompagné il y a peu une personne qui se reconvertit justement et c'est une personne qui est très rigoureuse, qui planifie tout, qui organise tout vraiment dans les moindres détails. Elle fait attention à tout et elle anticipe. Et en fait, elle s'est rendue compte que le métier de gouvernante, il réunissait vraiment tous ces critères-là, il nécessitait tous ces critères-là et donc ça lui correspond parfaitement. Encore quelques petites questions. Et une chose très importante à laquelle il faut vraiment penser dès le démarrage, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est fondamental parce que si cet équilibre n'est pas respecté, d'ores et déjà, c'est mettre en péril votre conversion. Par exemple, si vous avez des enfants et que votre futur métier, il vous fait rentrer tous les soirs à 19h, forcément, ça va être compliqué. De même, si le salaire qui est lié à votre futur métier, il ne vous permet pas d'avoir le niveau de vie que vous souhaitez, ça, c'est un choix qui ne va pas être viable.
Donc vous voyez, c'est le début et on ne parle même pas d'un métier, on ne parle même pas d'un secteur précisément. On parle des paramètres à prendre en compte pour déjà éliminer des options et tendre plus vers d'autres options. Et enfin, dernière chose qu'il faut vraiment se demander quand on change de voie professionnelle, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez ce changement? Est-ce que c'est parce que finalement vous ne vous sentez plus bien dans le métier actuel et du coup pourquoi? Ou encore est-ce que c'est parce que votre métier ne vous correspond plus et du coup qu'est-ce qui vous correspond aujourd'hui? Et c'est vraiment la question déterminante à se poser. Parce que si vous ne savez pas ce qui vous met dans la situation d'avoir besoin d'un grand changement dans votre vie, eh bien vous risquez de vous retrouver par la suite dans cette situation qui ne vous convient plus. Et ça voudrait dire finalement que vous aurez fait le mauvais choix de reconversion. Juste pour donner un exemple, il y a des personnes qui changent de métier alors qu'au fond, ce qui les met à mal, eh bien, c'est leur supérieur hiérarchique, le patron. Tu vois ce que je veux dire, Sandrine? Tout à fait. D'accord. Ou alors, attention, il n'est pas loin. ou alors, ça va être la surcharge de travail. Moi, je rencontre plein de gens qui vraiment font des heures et des heures et des heures. Ils en peuvent plus, ils veulent changer de métier. Et finalement, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Ils n'arrivent pas à poser des limites. Ils n'arrivent pas à se protéger de ces comportements-là. Et donc, forcément, s'ils ne mettent pas un terme à ça, ce n'est pas en changeant de métier que ça va changer quelque chose. Ça va se reproduire. Et donc, clairement, ce n'était pas une question de changer de métier. Donc, il faut vraiment en passer par tous ces questionnements pour affiner sa réflexion, pour vraiment commencer à aller vers le bon choix de métier, finalement. J'espère que vous avez bien pris des notes, autrement vous aurez la possibilité de réécouter cette émission parce que ça fait quand même beaucoup de petites questions, mais des bonnes questions pour vraiment faire un choix. Et ce qui me plaît énormément, Petit Sam, c'est qu'en plus tu donnes des exemples. Ouais. Donc ça c'est bien parce que ça permet vraiment d'imager et de dire oui, c'est vrai que ça j'avais pas forcément pensé et ça me permet effectivement de faire le bon choix, même si tu le disais à juste titre, qu'on parle pas ni de poste, ni de travail, ni de fonction, ni quoi que ce soit, mais la vie privée est très importante. Aussi. C'est ça, et en de plus, plus en plus, ouais. On en parle vraiment depuis le Covid, c'est vraiment le sujet. Ouais. Bien sûr, et tous les exemples que je donne là, c'est des exemples finalement que moi je vois au quotidien sur le terrain de personnes qui s'interrogent et finalement qui loupent des questions parce que la première question c'est qu'est-ce que je veux faire comme métier? Alors qu'en fait il y a vraiment plein de questions autour de ça et qu'il faut absolument se poser, il faut trouver les réponses pour pas se tromper de choix de métier finalement. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à une reconversion professionnelle, mais il y en a au final, je ne vais pas dire peu qui se lancent, mais il y a y penser et il y a le faire. Après, c'est deux choses totalement différentes. Exactement, ça fait peur aussi. Oui, après, on peut comprendre. Et puis, on n'a pas tous forcément les mêmes vies. Ça dépend de beaucoup de choses aussi. Bien sûr. Donc, que des bons conseils, ça c'est bien. Et justement, toujours dans cette première partie, pour en terminer sur cette première, c'était justement, et tu en as parlé un petit peu avant, c'est justement affiner sa réflexion. Oui, exactement. Au fur et à mesure que vous vous posez ces bonnes questions et que vous trouvez les réponses, eh bien, vous affinez votre réflexion et donc votre projet professionnel. Donc, il y a vos réponses, mais ce qui peut aider aussi, c'est d'en parler à l'entourage. Déjà, parce qu'ils vous connaissent. Donc ça, c'est un regard qui va être extérieur, c'est pas mal. Et en plus, parce qu'ils peuvent vous faire des retours et vous poser aussi d'autres questions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Donc, c'est autant d'éléments en plus pour vous aider à affiner votre projet. Et l'idée, c'est d'essayer de l'affiner jusqu'à ce qu'il vous reste finalement plus que 1, 2 ou 3 idées de métiers grand max, mais des métiers qui cochent un maximum de cases, si ce n'est toutes. C'est d'ailleurs souvent un moment qui fait peur, on en parlait justement à l'instant, parce que les métiers qui vont rester à la fin, ça peut être des métiers qui vont être complètement différents, donc ça peut perturber un petit peu, ou alors parce que justement il ne reste plus qu'une idée de métier. Donc là forcément on se demande mais est-ce que c'est la bonne idée de métier? Et surtout ce qui fait peur, c'est qu'il faut choisir, et bien souvent les gens à ce stade ils ne savent pas quoi choisir, ils ont beaucoup réfléchi pour en arriver à ces idées de métier, mais ils ne sont pas sûrs d'eux à 100%. D'accord, là ça a été clair et net. Donc je suis allée direct, avec ça, par où commencer, première partie, voilà, c'est vraiment quelque chose de bien en termes de conseils. Et une fois de plus, j'espère que vous avez pris. Alors c'est surtout que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre au niveau de ces émissions, donc et entre autres de Ça parle emploi tous les mois, c'est que Petit Sam fait de la formation en entreprise, naturellement, fait du coaching et à sa chaîne YouTube, il ne faut pas oublier non plus, avec, j'en suis sûr, à chaque fois je dis 3 millions de vues, mais à mon avis maintenant t'es beaucoup plus, ça monte doucement mais sûrement, et plus de 46 000 abonnés, mais je pense que là c'est pareil, on dépasse ces 46 000, ça évolue etc. tous les jours. Et on est à plus de 250 contenus sur ta chaîne, etc. en termes de podcast et en termes naturellement de vidéos. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, quelle que soit la thématique, parce que tous les mois on aborde un nouveau sujet, c'est naturellement de regarder tous ces podcasts et sur sa chaîne
chaîne YouTube. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne, s'il te plaît ? Se faire recruter. Voilà, tout simplement. Et avec tout ça, vous aurez tout compris. Exactement. On enchaîne. Alors, je vais lancer donc la deuxième partie de l'émission que tu as choisi d'intituler « Comment être sûr ». Effectivement, c'est assez important. Et on va parler de la première sous-partie, si je puis dire, donc qui est se renseigner. Exact. Il y a vraiment 2 étapes qui sont fondamentales pour être sûr de son choix. Et la première étape, comme tu l'as dit, c'est de se renseigner. Autrement dit, de prendre un maximum d'infos sur les 2-3 idées de métier qui restent. Et pour ça, clairement, il y a énormément de ressources. Et forcément, les gens vont penser à Internet. Mais ça fonctionne que si on va sur des sites spécialisés ou qu'on cible vraiment très très bien sa recherche. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, ça va être de regarder des fiches métiers. Et pour ça, moi, je vous indique tout de suite Pôle emploi, parce que Pôle emploi a fait plein de fiches métiers. Donc, les fiches métiers, elles vont donner des infos très précises sur les tâches à effectuer et les compétences qui vont être nécessaires. Dans le même ordre d'idées, on peut consulter des offres d'emploi. Ça, c'est vraiment une petite chose très simple que j'aime beaucoup, parce que ça permet, en plus de voir les missions et les compétences, ça permet de voir les prérequis. Et parce que si, par exemple, il y a un niveau de diplôme ou une formation qui sont exigés et que vous ne les avez pas, ça fait forcément évoluer votre vision du projet. Ce qui est très intéressant aussi avec les offres d'emploi, c'est que ça permet de voir les conditions de travail, donc l'adéquation avec vos critères, les critères dont on parlait tout à l'heure. Une ressource aussi que j'apprécie beaucoup, c'est les vidéos témoignages, car ce sont des professionnels qui parlent simplement de leur quotidien, qui racontent une journée type, les avantages, les inconvénients du métier. Ils le disent vraiment simplement, tel que eux, ils le vivent au quotidien. Alors pour les trouver, il vous suffit d'aller sur une plateforme vidéo, comme par exemple YouTube, et d'écrire vidéo témoignage, plus le nom du métier qui vous intéresse. Une autre ressource qui va être accessible à tous, c'est LinkedIn. Il y a forcément des professionnels qui exercent les métiers qui vous intéressent. Suivez leur actualité, n'hésitez pas à échanger avec eux pour en savoir plus sur le métier. Vous pouvez aussi rencontrer directement des professionnels, d'ailleurs, en allant faire des enquêtes métiers, en leur posant des questions sur leur quotidien. Et sans oublier, bien sûr, vos conseillers, que ce soit Pôle emploi, Mission locale ou d'autres structures, parce qu'eux, ils peuvent justement vous mettre en lien avec des événements, avec des entreprises ou pourquoi pas directement avec des professionnels. Donc, quelles que soient les ressources que vous exploitez, pensez à vérifier comment accéder à ces métiers qui vous intéressent. On parlait des prérequis, des formations il y a quelques minutes. Si par exemple une formation est nécessaire, renseignez-vous pour savoir combien de temps elle va durer cette formation. Parce que tout le monde n'est pas prêt à accorder le même temps pour faire aboutir sa reconversion. Il y a des personnes qui se laissent 1 an, il y a des personnes qui se laissent 6 mois. Donc il faut savoir vraiment le temps de formation s'il y a une formation nécessaire. Et aussi demander qui paye la formation. Est-ce qu'elle est financée ? Est-ce que c'est à vous de la payer ? Parce que là aussi, par exemple, ça va changer la donne. Et dernier conseil, mais pas des moindres, vérifiez les débouchés. Parce que si vous vous lancez dans un projet et qu'à la fin vous vous rendez compte qu'il n'y a pas ou quasiment pas de recrutement dans ce métier, ça va forcément poser problème. Donc mieux vaut le savoir le plus tôt possible. Donc tous ces renseignements que vous allez prendre, c'est vraiment la première étape fondamentale et incontournable pour vous permettre d'être sûr de vous et même peut-être d'affiner encore vos choix de métier. Moi, je me permets juste entre deux comme ça, mais tu as tout à fait raison par rapport à tout cela, mais on voit de plus en plus que de toute façon, au niveau des formations, on parlait de financement, de ces formations qui coûtent quand même un petit peu d'argent, etc. La plupart du temps, que ce soit Pôle emploi ou que ce soit d'autres organismes, financent des formations, mais qui sont viables. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des débouchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup, style Pôle emploi, qui refusent naturellement de financer des formations qui, en fin de compte, on sait pertinemment que ça ne va pas donner grand-chose à la sortie. Donc, ça, c'est bien, parce que c'est une sécurité aussi quelque part, parce que je suis d'accord avec toi, de payer une formation et puis de rien trouver et de galérer après, c'est un petit peu dommage et c'est une perte de temps et un découragement aussi pour la personne, naturellement, qui a fait cette formation, qui était peut-être motivée et qui, en fin de compte, n'a pas de débouché derrière. Donc, c'est à prendre en considération. Voilà. Oui, c'est important. Alors, en deuxième sous-partie, donc, tu l'as intitulé « Tester le ou les métiers sur le terrain ». Alors justement, petit Sam, qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce qu'on peut effectivement tester les métiers qui nous intéressent directement sur le terrain ? Ouais, on peut et il faut vraiment. Donc cette deuxième étape, c'est à mon sens celle qui est presque la plus importante, mais aussi la plus plaisante, parce qu'elle est beaucoup plus concrète encore. Donc tester les métiers sur le terrain, c'est quoi ? C'est la méthode la plus efficace et c'est de faire un stage, tout simplement. Déjà parce que c'est encadré, il y a une convention de stage, il y a des objectifs qui sont clairement définis, il y a un tuteur qui est attitré, il y a une durée. Et en allant sur le terrain, vous allez l'expérimenter, le métier, vous allez l'observer, vous allez le tester et vous pourrez clairement identifier ce qui représente pour vous des avantages, des inconvénients dans le métier
que vous testez. Et en fonction de l'expérience que vous aurez vécue, eh bien, vous saurez si vous vous projetez sur le métier ou pas. Et clairement, avec tout ça, eh bien, vous pourrez être sûr de vous. Mais justement, est-ce que c'est facile Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ça? Toi qui es souvent sur le terrain, justement. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Clairement, moi, je dis souvent, chercher un stage, c'est comme chercher un emploi. Vous savez chercher un stage, vous savez chercher un emploi. Donc, ça veut dire des candidatures, ça veut dire aller voir les entreprises, ça veut dire leur expliquer votre projet, les convaincre aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, quand elles acceptent un stagiaire, elles s'engagent, elles mobilisent du temps, elles mobilisent une organisation, elles mobilisent vraiment plein de choses. Donc, il faut les convaincre que ce temps-là, il sera bénéfique et pour le stagiaire et pour l'entreprise. Et que le stagiaire, du coup, il va s'investir aussi, même s'il n'aura pas toutes les missions d'un salarié, mais il va s'investir pour essayer d'apporter ses compétences, son regard aussi, et qui va vraiment mettre à profit ce temps que l'entreprise, elle va lui donner. Mais donc, il faut faire des candidatures. Et est-ce que, finalement, toutes les entreprises prennent des stagiaires? Non. Parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la disponibilité. Oui. Et puis ça demande aussi de mobiliser une personne, un tuteur qui va être attitré pour le stagiaire. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que pour avoir fait, comme la majorité des gens qui nous écoutent, des stages justement en entreprise, très souvent on se rend compte que le stagiaire est considéré vraiment, il va faire les photocopies ou il va s'occuper du café. Au final, c'est un peu cliché, hein, mais c'est vrai que ça peut arriver parce que justement les personnes n'ont pas le temps de s'occuper d'un stagiaire. Et parfois on a l'impression justement d'être plus dans leurs pattes qu'autre chose et de les embêter, alors que c'est dommage, parce que c'est vrai que ça peut apporter beaucoup. Disons, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que nous, on a eu l'occasion, ne serait-ce qu'au niveau de Direct Jobs TV, de pouvoir prendre des jeunes en stage suite à des connaissances qui voulaient que par rapport à l'école, etc. Après, je considère que c'est bien pour la personne de rentrer dans une entreprise, pour voir, en plus, un monde de médias, c'est quand même sympathique, etc. Mais effectivement, ça fait passer du temps. Et deuxièmement, on a eu des demandes des fois de stage d'une semaine ou de 2 semaines. Après, je me dis, est-ce que sur une semaine, 2 semaines, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique ou pas? Alors, pas forcément pour l'entreprise, mais simplement pour la personne, pour le stagiaire. Voilà. Donc, est-ce que tu as justement ton avis là-dessus, de dire, est-ce qu'il faut une durée un peu minimum d'un stage, parce qu'il y a des entreprises aussi qui profitent un petit peu du système où on sait bien que pendant 2 mois, si on prend un stagiaire, c'est gratuit, on ne le rémunère pas. À partir du 3e mois, forcément, c'est rémunéré. Donc, il y en a qui profitent aussi un petit peu des entreprises par rapport à ça. Mais est-ce que toi, tu as une durée minimum pour que ce soit efficace vis-à-vis du stagiaire ou pas? Déjà, pour faire le tour de l'entreprise, comprendre son fonctionnement, les interactions entre les différents professionnels, services, s'il y en a, peut-être partenaires extérieurs, et puis avoir vraiment de la visibilité sur les missions au quotidien, moi je dirais minimum 2 semaines. Maintenant, il faut se dire aussi que la durée du stage, elle est encadrée par la convention. On ne peut pas arriver et dire moi je veux faire un stage de 2 mois comme ça. Non, c'est la convention sur laquelle c'est écrit la durée du stage. Donc en accord, par exemple, avec Pôle emploi et aussi avec l'entreprise. Moins de 2 semaines, ça me paraît court, clairement, pour avoir une bonne visibilité du métier, parce que derrière, il faut se dire, ce stage, il va vous permettre de faire un choix, mais il faut que vous ayez tous les éléments pour faire un choix, vraiment, en ayant conscience de tout ça. Et puis c'est vrai que Sandrine, tu parlais du stage café photocopie. C'est un peu cliché, je sais cliché, bien, mais c'est un cliché qui reste dans le temps. Voilà, et il y a des raisons à ça, c'est qu'il y a aussi des stages qui se passent malheureusement comme ça. Heureusement, c'est pas tous. Et c'est pour ça que je reviens aussi à la convention de stage et qu'elle est si importante, parce que les missions sont clairement définies dans la convention de stage. Donc il faut se dire que la convention, elle va aussi protéger le stagiaire, comme elle va protéger l'entreprise, mais elle va aussi protéger le stagiaire. Et le stagiaire, il pourra toujours se référer à cette convention pour dire, voilà, on avait prévu telle et telle et telle mission. Pour l'instant, j'en suis qu'à la première. On en a encore 3 autres à me faire découvrir. Comment on s'organise, quoi. Et justement, j'ai une petite question aussi par rapport à ça, petit Sam. Au niveau, alors on sait, il y a des postes où on gère plus ou moins des données qui sont confidentielles. Est-ce que c'est gênant justement pour l'entreprise? Parce que si par exemple, je donne un exemple au hasard, on veut partir dans le domaine des ressources humaines. On sait que c'est au hasard, vraiment. Ça ne te concerne pas, cet exemple. Pas du tout. Vraiment, je ne sais pas pourquoi elle a choisi ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que justement, l'entreprise ne sera pas un peu frileuse à l'idée d'autoriser le stagiaire qui reste 2 ou 3 semaines à avoir accès à tout un tas de données confidentielles sur l'entreprise?
Ce qui va se passer déjà, c'est que l'entreprise, avant de vous donner ces accès-là, avant de vous donner aussi plus de responsabilité et de confiance, elle va observer le stagiaire. Et c'est pour ça que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de donnant-donnant, et l'entreprise, elle découvre des personnes qui seront potentiellement des futurs salariés. Donc ça reste intéressant pour l'entreprise. Mais donc, avant de te donner ces accès-là, parce qu'on va dire qu'on parle de toi au hasard, comme ça. Juste au hasard. Voilà, l'entreprise, elle va voir comment tu évolues, elle va voir comment finalement tu peux les mettre en confiance, comment tu es fiable, comment tu dis les choses de manière sincère, transparente par exemple. Et c'est toi en fait avec ton comportement, avec ton savoir-être qui naturellement va faire comprendre à l'entreprise qu'elle peut te faire confiance. Et puis finalement, un stage, il y a vraiment, c'est calqué sur le code du travail, donc il y a vraiment plein de ressemblances entre une convention de stage et un contrat de travail. Dans le contrat de travail, cette notion de confidentialité, elle est mentionnée, elle peut apparaître aussi dans la convention de stage finalement, parce que la parole suffira pas. Si on te dit, allez, je te donne cette info-là, c'est secret, mais tu la répètes pas, si c'est pas gravé dans le marbre, écrit sur ta convention, l'entreprise n'est pas protégée non plus, donc ça peut faire partie de la convention. De toute façon, sur le principe, on n'est pas obligé de donner accès à tout. Justement, sur peut-être des dossiers sensibles, des choses qui font parce que c'est vrai qu'en ressources humaines, forcément, je pense qu'une majorité de missions va nécessiter d'avoir surtout pour accès, un stagiaire qui est là un laps de temps, même si après, l'objectif, c'est peut-être pourquoi pas de le recruter, si vraiment c'est quelqu'un, naturellement, un élément. Mais disons que je pense qu'il ne faut pas donner déjà, dès le départ, cette confiance avec des accès sur des logiciels où il pourrait effectivement avoir des données importantes de l'entreprise. Donc, c'est ça, ça va vite. Toi, le domaine que tu évoques, ça peut aller très très vite parce que si par exemple on te fait travailler sur une fiche de paye, la fiche de paye, elle concerne un salarié qui est dans l'entreprise, par exemple, tu as connaissance de son salaire, ne serait-ce que cette donnée-là, c'est peut-être une donnée à pas partager à tout le monde. Oui, et puis on sait qu'en France, c'est assez tabou tout ce qui est salaire. Je sais que c'est souvent un sujet un peu compliqué à aborder. Donc... Ok, je pense qu'on en a fini. Petit Sam, tu me dis si je me trompe, mais on en a fini pour cette deuxième partie. Le temps passe très vite déjà. Et on enchaîne sur donc la dernière partie qui est convaincre le recruteur. Lever ses doutes. Donc, il y a 3 doutes sur ma petite feuille que gentiment tu m'as donné. Et donc, le premier doute, c'est « Êtes-vous sûr de vous ?» Ah, vaste question. C'est ça. Le recruteur, il va forcément se demander si vous êtes sûr de vous quand vous faites une reconversion. Et pour se dire que vous êtes sûr de vous, il va avoir besoin que vous lui expliquiez la raison de votre reconversion. Donc la réflexion que vous avez eue, le pourquoi dont on parlait tout à l'heure, le pourquoi vous voulez cette reconversion, ce que vous souhaitez concrètement aujourd'hui et ce qui ne vous plaît plus dans votre métier actuel et logiquement que vous n'allez pas retrouver dans le futur métier. Et tout ça, normalement, c'est facile puisque c'est toute la réflexion que vous avez eue en amont. Mais c'est pas tout. Il faut aussi expliquer aux recruteurs les démarches réalisées pour bien connaître le métier, ses avantages, ses inconvénients. Là encore, ça fait partie du travail que vous aurez déjà réalisé. Donc normalement, les éléments d'information pour lever ce doute-là, vous les avez déjà au moment de rencontrer le recruteur. Et je pense sincèrement, si le recruteur pose la question « Êtes-vous sûr de vous ?» je pense pas qu'il y ait un candidat ou une candidate qui va dire « non, je suis pas sûr de moi ». Forcément, là, quelque part, ça va pas être... Ça arrive jamais, malheureusement, on s'en rend compte après. Tout à fait. Mais disons que forcément, les personnes vont dire oui. Après, je pense qu'il y a une méthode de questionnement au niveau du recruteur pour voir si vraiment la personne est sincère et honnête déjà avec elle-même et avec le recruteur, de dire oui, je suis bien sûr de moi. Donc, je pense qu'il y a des critères, il y a des questions, des méthodes de questions qui sont là pour ça, pour justement conforter aussi la réponse. C'est ça. Et alors déjà, si le recruteur il va de manière frontale et qu'il demande est-ce que vous êtes sûr de vous, ce qui va compter, c'est pas tant le oui ou le non, parce que forcément vous allez dire oui, mais c'est l'argumentation qu'il y a derrière. Mais surtout, le recruteur, il va pas forcément y aller directement comme ça. Il peut prendre une petite question détournée, un truc tout simple. S'il vous demande pourquoi vous voulez faire ce nouveau métier et que vous savez pas l'expliquer, c'est que vous n'êtes pas forcément sûr. Vous n'êtes pas forcément sûr que c'est le métier qui vous convient. Il n'y a pas d'argument sur ça. C'était le thème d'une émission, d'ailleurs, entre nous, question piège ou pas question piège, quoi. Exactement. Si je me rappelle bien. Exactement, qu'on a fait avec Tissam aussi. Voilà. Le doute numéro 2, parce qu'il y a un classement. Est-ce que vous connaissez le métier ? C'est pareil. C'est ça. Et pour lever le doute, là, la meilleure réponse, c'est de dire au recruteur que vous avez expérimenté le métier, donc le stage dont on parlait il y a quelques minutes, et même si c'est sur un temps qui est court.
Du coup, vous pourrez parler de cette expérience de terrain, des tâches réalisées, des missions, des responsabilités qui vous ont été confiées, de ce que vous avez découvert et apprécié une fois sur le terrain. Et aussi, bien sûr, de vos interactions avec l'équipe et de la manière dont vous vous projetez sur ce métier. Autrement dit, il faut faire le lien entre vous, ce qui vous attire, ce que vous recherchez et ce métier. Et tout à fait. Puis bon, voilà, c'est pas une question piège ou quoi que ce soit, etc. Mais ça permet aussi de voir si la personne, avant cet entretien d'embauche, forcément s'est renseignée déjà sur l'entreprise, mais aussi sur le métier, de dire en quoi ça consiste. Complètement. On ne serait pas du tout pris au sérieux si justement la personne, enfin le recruteur nous demande si on connaît le métier et qu'on répond ah bah non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je vous avoue, il y a un truc que je dis souvent, c'est que on connaît vraiment le métier quand on connaît ses avantages, mais surtout ses inconvénients. Et ça, c'est pas le genre d'infos qu'on va trouver généralement sur Internet. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'aller sur le terrain, déjà pour soi-même, pour se dire ah bah il y a cet aspect-là qui me plaît, cet aspect-là qui me plaît pas. Quand je fais la balance des deux, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, donc j'y vais. Mais aussi pour le recruteur, pour lui dire oui, le métier, je le connais, j'ai vu ça, j'ai fait telle et telle mission, j'ai pu développer telle compétence. Et ce qui m'a plu dans le métier, c'est ça, même s'il y a cet aspect-là que j'ai vu qui me correspond peut-être un petit peu moins, mais si je fais la somme de tout ça, c'est vraiment un métier qui me plaît, vers lequel j'ai envie d'aller. Donc quand il y a tous ces éléments-là, c'est vraiment convaincant pour dire que vous connaissez le métier, effectivement. Après, j'imagine que tu seras d'accord aussi pour dire qu'on ne peut pas tout aimer dans un métier. Il y a forcément... Complètement. Et savoir le dire, c'est aussi important pour montrer que vous connaissez le métier, qu'il y a une réflexion vraiment sur les points positifs, points négatifs, et que votre réflexion, elle vous amène quand même à vous positionner sur le métier. Donc c'est que vraiment, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre choix. C'est ça, tout à fait. Bien sûr. Ça, c'est important, ouais. Toujours dans cette liste, et donc le doute numéro 3. Est-ce que vous saurez exercer le métier et être compétent ? Là, forcément, on ne va pas dire non plus. Oui, ça peut peut-être exister. Ça m'est jamais arrivé dans le recrutement, mais bon, on ne sait jamais. Non, sans déconner, il y a des candidats qui sont vraiment sincères à ce point-là, mais du coup, forcément, ils se tirent une balle dans le pied. Il faut argumenter derrière. Il faut avoir des solides mais de dire, arguments, en fin de compte, je pense que je ne serai pas compétent pour ce métier, ça va être difficile d'être recruté. Bien la porte est là, allez-y. Voilà. Mais donc là, clairement, l'idée, c'est quoi ? C'est de valoriser votre profil pour le futur métier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la liste de vos atouts pour le poste, à la fois les compétences transférables, donc les compétences que vous avez développées dans d'autres expériences, d'autres métiers, que vous pouvez réutiliser pour le futur métier. Il y a les soft skills, forcément, il y a les compétences développées en autodidacte aussi. Donc, mettez-les en parallèle avec les missions qui seront nécessaires pour le poste. Et je vous invite aussi à faire la liste des compétences qu'il vous faudra peut-être développer pour justement montrer que vous en avez conscience et que vous êtes prêt à ça, que vous avez une ouverture d'esprit sur le fait qu'il faudra apprendre des choses que vous ne maîtrisez pas encore aujourd'hui, mais vous êtes prêt à ça, vous avez vraiment cette motivation-là. Et tout ça, ce sera très rassurant pour un recruteur parce qu'il va comprendre que même si vous avez peu d'expérience du métier, eh bien, vous avez largement réfléchi votre projet en amont, vous avez pris toutes les infos nécessaires pour être sûr de vous et vous avez confirmé vraiment le projet sur le terrain. Et en évoquant vos compétences, eh bien, vous allez l'aider en plus à vous imaginer en poste. Et tout ça, ça sera très convaincant. Et donc, on aura plus de chances d'être recruté. Eh bien, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, c'est le but. Il faut le maximum de points pour, à un moment donné, faire basculer la décision. C'est clair. Le but. Et clairement, moi, ce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent entendent aussi, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience du métier qu'on ne sera pas recruté. Ce qui va compter, c'est les arguments et que le recruteur comprenne que même si vous recrute sans que vous ayez toutes les compétences, vous allez les développer, vous allez les investir et vous êtes sûr de vous et vous allez vous investir sur le poste. Et ça, c'est génial pour un recruteur. Donc, ça va être des points forts, même si vous ne connaissez pas encore le métier. De toute façon, quand on discute généralement avec des professionnels qui sont dans une phase de recrutement, le monde du travail a changé quand même. Aujourd'hui, on était dans le savoir-faire et le savoir-être passé en deuxième plan. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Exact. Et de plus en plus, des entreprises, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, mais aujourd'hui, créent leur propre centre de formation. Donc le savoir-faire, interne, même si... Donc, même au hasard, Eric, des reportages qu'on aurait tournés, non Voilà. un exemple parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, donc il ne faut pas se faire de soucis, effectivement, c'est pas pour autant que vous n'avez pas forcément l'expérience requise. On le voit bien, même quand nous, au niveau de Radio Plus, on fait nos capsules radio et on propose les offres d'emploi, de plus en plus maintenant, c'est marqué expérience non exigée, et puis il y aura des formations en interne, etc. Donc, et souvent, c'est vrai que dans le profil
profils justement recherchés pour l'offre d'emploi, ils vont beaucoup plus cibler sur les soft skills. Ça va être, on cherche quelqu'un ponctuel, dynamique, courageux, qui sait communiquer, flexible au niveau des horaires aussi, voilà, etc. Parfois en voie autonome. Et ce qu'on voit de plus en plus au niveau des soft skills aussi, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, je sais pas, petit Sam, si toi qui as une beaucoup plus grande expérience que moi, est-ce que tu en as entendu parler ? Ouais, il y a des termes comme ça qui arrivent, qui sont aussi sous le coup d'un effet de mode, mais qui ont du sens finalement, parce que l'intelligence émotionnelle, si on élargit un petit peu ce concept-là, c'est quoi ? C'est arriver à s'entendre avec les gens, arriver à les comprendre, à s'adapter aussi à toutes les personnalités, à tous les caractères qu'il peut y avoir dans une équipe. Donc, en gros, si on le dit un petit peu autrement, c'est la capacité d'adaptation aussi. Oui, c'est ça, ça se rejoint complètement. Et c'est vrai qu'on peut être intelligent, il n'y a aucun souci, mais ne pas avoir justement cette intelligence émotionnelle qui est hyper importante pour les recruteurs. Et ça pose problème dans des équipes. Quand tu as des personnes qui sont hyper compétentes techniquement, mais qui n'arrivent pas à s'entendre avec les collègues, ça ne marche pas. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'on a déjà constaté justement des personnes, on arrêtait leur contrat parce que justement ça ne matchait pas avec les autres collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à travailler en équipe pour tous les métiers quasiment, à moins d'être peut-être dans la recherche ou vraiment quelque chose de... Et même, il faut partager ses données, il faut partager ses recherches, ses réflexions. Donc, on est tout le temps en équipe, même quand on est seul sur sa tâche, mais au final, on est tout le temps en lien avec d'autres. Forcément, oui. Ouais, vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui se passe côté recruteur, c'est que la logique du recruteur, c'est qu'une compétence technique, il peut vous l'apprendre. Tu parlais, Sandrine, de formation en interne, tu as complètement raison. On peut la développer chez le candidat qui ne l'a pas. Par contre, s'il n'a pas le savoir-être, on ne pourra pas lui apprendre parce que c'est beaucoup trop long. Le savoir-être, ça se développe depuis qu'on est tout petit, ça se développe toute la vie. Ça ne s'apprend pas de toute façon, le savoir-être. Exactement. Tu ne peux pas ouvrir un bouquin et savoir avoir vraiment une définition de comment tu fais pour t'adapter et savoir t'adapter tout de suite. Oui, par contre, tout ce qui est compétences, ce qu'on dit compétences techniques ou hard skills, là, effectivement, on peut l'apprendre. Et je dirais même que selon les entreprises, pour avoir, par exemple, travaillé dans le domaine du marketing dans 3 sociétés différentes, c'est comme si j'étais repartie quasiment de zéro, en fait. Chaque entreprise est différente et utilise des moyens différents, se comporte différemment. Et en fait, à chaque fois qu'on change d'entreprise, il faut s'adapter à des nouvelles manières de faire. Alors que nos soft skills, on les emporte avec nous, bien évidemment. C'est ça. Si tu sais t'adapter à une équipe, tu sauras le faire même dans 10 entreprises différentes. Si tu sais t'adapter à un fonctionnement, tu sauras le faire dans 10 entreprises différentes. Puis j'ai réussi à m'adapter à Eric, donc maintenant tu peux tout faire. Je peux tout faire. Bon. Tu confirmes, petit Sam? Je confirme, oui. Moi, je dis toujours, elle est équipée comme un porte-avions. Là. C'est bon, il n'y a aucun problème. Tous les pays, j'ai tout vu. C'est ça. Tu sauras tout affronter. Au moins, j'aurais servi à quelque chose. Voilà, c'est ça. On continue, je pense qu'on a fait le tour déjà de cette 3e partie. Exactement. Voilà, on va enchaîner maintenant. On va passer aux questions des auditeurs. C'est la partie questions-réponses. J'adore cette partie. Alors, comme vous le savez, je suis en charge, comme chaque mois pour l'émission de Petit Sam, de répertorier les questions des auditeurs. Voilà, donc évidemment, je ne peux pas toutes les poser. Donc, je m'excuse pour ceux qui nous écouteraient et qui ont posé une question, mais forcément, on en reçoit beaucoup. Donc, on est obligé de faire un tri. Mais en tout cas, j'en ai sélectionné plusieurs en collaboration avec Eric. Et donc, je vais me permettre de les poser à Petit Sam. Donc, il faut savoir que Petit Sam ne les a pas vus. Donc, c'est une surprise pour elle aussi. Il n'y a que des questions pièges. Exactement. Alors, nous, on s'amuse aussi à la piéger pour ce qu'elle nous a fait la dernière fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à la fois les questions des auditeurs, mais il faudrait que, limite, on fasse une nouvelle partie qui s'intitulerait les questions de Sandrine. Et c'est vrai. Voilà, faut vraiment Sandrine a beaucoup de questions. Elle s'en pose tous les jours des questions. Oh là là, je souhaite à personne d'être dans ma tête. Je pense que le prochain coup, on fera une émission de 3 heures. C'est ça, exactement. Alors, je vais te poser une première question, petit Sam. Alors, c'est une question qui nous vient de Annabelle, qui nous pose la question suivante. Donc, je veux changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire. Que me conseillez-vous ? Docteur Petit Sam. Annabelle, je vais te conseiller de réécouter l'émission depuis le début. T'as du boulot, Annabelle. Ouais, c'est ça. Alors, si je résume un tout petit peu ce qu'on s'est dit, c'est déjà commencer par se poser des questions qui ne sont pas forcément quel métier je veux faire, mais qu'est-ce que je veux plus, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir. Bien penser aussi à toutes les conditions de travail.
Après, l'idée, c'est de chercher quel métier va réunir un petit peu tout ça, plus les compétences que tu as déjà développées, les environnements dans lesquels tu te sens à l'aise et ce que tu aimes faire dans ton quotidien professionnel. Essaye vraiment, donc comme on le disait, de t'arrêter à quelques idées de métier et après, tu vas aller les tester sur le terrain et tu vas voir là où tu te sens le mieux, dans quel environnement, dans quel type de mission, là où finalement tu vas peut-être remobiliser aussi les compétences qui te plaisent le plus ou là où tu vas te dire, là, je vais pouvoir développer telle et telle compétence, là, je me sens bien, là, je me plais bien. Et c'est vraiment quand tu auras fait ces différentes étapes-là que tu sauras te dire finalement ce que tu veux faire, vers quel métier tu veux aller. Mais passe par toutes ces étapes, c'est vachement important. Le bon choix de métier, tu ne le trouveras pas derrière ton écran d'ordinateur. Il faut vraiment réfléchir et après aller tester sur le terrain. Merci pour Annabelle. On sait d'où elle est, Annabelle. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ils sont les gens qui nous posent Alors, des questions. il me semble que Annabelle était de Aix-en-Provence. Comme quoi, on nous écoute un petit peu ça nous partout. remet quelques degrés là dans le studio. Ça met un petit rayon de soleil quand même. Exactement. Ouais, j'avoue que je l'envie totalement. Oui. Tout à fait. Donc voilà, merci pour Annabelle. Donc on a une deuxième question, bien évidemment, qui est de Emeric. Emeric qui nous a posé la question suivante. Donc quels sont les métiers qui recrutent ? Là, clairement, quand on pense recrutement, besoin et besoin même immédiat, forcément qu'on pense aux métiers, aux secteurs en tension, aux secteurs qui ont des grands besoins et qui n'ont pas assez de candidats. Donc, j'allais dire restauration. C'est le premier secteur qui BTP. Il y a un classement, mais bon. Tu as complètement raison. Alors, il y a aussi des personnes qui cherchent à aller vers un métier où il y a du boulot parce qu'elles veulent travailler tout de suite. Et du coup, là, clairement, les métiers en tension, les secteurs en tension. Donc, c'est quoi ? Tu as dit restauration, tu as complètement raison. Il y a aussi tout ce qui est métier de service, prendre soin des autres, service à la personne, par exemple. Exactement. Aide à domicile. Il y a aussi tout ce qui relève du nettoyage dans ce type de secteur d'activité. Il y a aussi le secteur du commerce, tous les personnels qui travaillent justement dans les magasins, qui travaillent au niveau des rayons, par exemple. Ils sont hyper importants. Il y a des grands besoins à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi tout ce qui est logistique, préparation de commandes et manutention. Par exemple, là aussi, c'est pareil, il y a de grands besoins. On voit de plus en plus se développer tout ce qui est colis, expédition, tout ça. C'est toute une logistique à gérer. Donc, il y a vraiment beaucoup de besoins. Donc, clairement, pour les personnes qui veulent vraiment avoir un travail tout de suite, qui est une paie qui tombe tout de suite à la fin du mois, c'est vraiment vers ces secteurs-là qu'il faut aller. D'accord. Et le secteur du numérique, petit Sam ? Oui. Est-ce que tu sais aussi, il m'a semblé voir... Je sais qu'ils font pas mal de campagnes pour recruter des femmes parce que c'est majoritairement des hommes et justement, ils aimeraient bien pouvoir se diversifier. Mais visiblement, ça n'intéresse pas trop les femmes parce que ça reste très majoritairement masculin. Bon, on voit, là où on est à Ipton Euratech, au niveau du coworking, où on est installé au niveau de Direct Jobs, il y a l'école du numérique. Oui. Et ça a été le sujet, parce qu'on avait couvert un événement. Voilà, c'est pour ça que tu le dis. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de participer à un événement qui s'appelait donc Femmes et Numérique. Oui. Donc c'était l'année dernière, il me semble. Et donc on était toute la journée, et vraiment leur but, c'était d'inclure les femmes. Et ils disaient qu'il n'y avait aucune raison pour que les femmes ne soient pas intéressées et qu'il fallait arrêter justement avec ces clichés. C'est pour les hommes. Il n'y a que les hommes que ça intéresse. Non, ils cherchent vraiment à recruter des femmes aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y avait même sur cette journée-là des femmes qui avaient créé leur entreprise justement dans le numérique, qui témoignaient en disant voilà, c'est pas un métier destiné aux hommes. Et la preuve, nous on en est la meilleure preuve dans le sens qu'on a même créé notre entreprise et on recrute des hommes et on recrute des femmes, bon plus spécialement des femmes quand même dans l'ensemble, mais comme quoi c'est quelque chose de tout à fait possible. Oui, bien sûr. Donc là où je te rejoins complètement, Sandrine, c'est que c'est vraiment un secteur qui s'élargit, qui prend d'ampleur, qui a des besoins et on sait qu'il y a des tas et des tas de métiers qui vont exister dans quelques années, qui n'existent pas aujourd'hui et il faut les anticiper, ces besoins-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment des grosses campagnes de recrutement qui se font depuis quelques temps, qui ciblent les femmes aussi. Tu l'as tout à fait bien dit, il n'y a pas assez de femmes. Et pourtant, ce serait un autre regard, ce serait aussi un peu une autre façon de faire, un autre état d'esprit. Donc ça enrichirait aussi le secteur. Donc oui, c'est un secteur qui recrute, mais c'est vrai qu'à la différence des secteurs que j'évoquais juste avant sur les métiers en tension, c'est que là, quand même, il va falloir de la formation. Il va falloir peut-être des compétences supplémentaires. Et on peut venir de plein de secteurs différents, mais qui n'ont rien à voir avec le numérique et aller vers le numérique. Moi, je rencontre de plus en plus de gens qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas même une très, très grande pratique de l'outil informatique, mais qui ont cette appétence-là et qui ont envie vraiment d'aller vers ce secteur-là et qui se forment et qui y vont justement. Ouais, c'est clair. Et même
pour en revenir par rapport au secteur en tension et tout ça, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler, de faire un reportage sur le secteur du BTP. Évidemment, c'est la même chose, donc il y avait quand même très peu de femmes, alors qu'ils disaient que justement, il y avait eu beaucoup de changements et qu'aujourd'hui, en tant que femme, il y a des tonnes de métiers qu'on peut faire dans le secteur du BTP. Mais le problème, c'est que le BTP souffre un peu d'une mauvaise image et voilà, et c'est pas, on s'en rend pas forcément compte si on n'est pas dedans. Mais nous, on a eu l'occasion de discuter avec quelques femmes qui travaillaient dans le secteur du BTP et qui étaient très bien là-bas et qui disaient que justement, ça posait aucun problème. Oui, et puis on était ensemble sur cette semaine du BTP qui était justement dans le bassin minier. Et quelque part, c'est vrai que généralement, les gens avaient des a priori, parce que, je veux dire, même nous, parce qu'on les a suivis pendant une semaine. À un moment donné, on avait même une visite de chantier sur une journée, etc. Et tout de suite, en plus, il avait plu. On pensait tout de suite, les bottes, la boue, le froid, enfin tout ce qu'on veut bien. Mais bon, quels que soient les postes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont chefs d'équipe, il y a des femmes qui sont dans des bureaux d'études, il y a des femmes qui sont dans la logistique pour gérer les stocks, tout ce qu'on veut bien. Il y a des femmes qui conduisent des tractopelles ou même des grues ou des choses comme ça, etc. Donc aujourd'hui, ces postes-là sont ouverts à tout le monde et ces personnes ont témoigné et c'était la preuve vivante que c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori, mais quand on connaît vraiment bien le métier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, quand on connaît bien le métier, je trouve que c'est quand même beaucoup plus attrayant et qu'on efface un petit peu tous ces a priori, quoi. Et c'est ça, et que ce soit pour le numérique, le BTP ou d'autres secteurs, vous avez complètement raison, on a tous des a priori. Donc je pense déjà il faut absolument communiquer sur ces secteurs-là parce qu'ils ont aussi vachement évolué au cours des dernières années. On va dire que la pénibilité du travail n'est plus la même, par exemple, pour le BTP. Il y a toute une technologie qui vient faciliter aussi le port de charge ou d'autres choses. Donc il faut aller voir ce qui se passe dans ces secteurs-là. Et il faut vous dire que clairement, vous n'avez rien à perdre. Vous allez observer, vous allez voir et vous allez saisir en fait si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et en fait, vous créez l'opportunité d'avoir une bonne surprise. Donc allez-y, vraiment, vous n'avez rien à perdre. Au pire du pire, vous avez fait du réseau, vous avez ouvert votre champ des possibles. Et puis surtout, finalement, vous allez vous provoquer la chance de découvrir un secteur qui vous plaît et dans lequel vous pourriez faire une super carrière finalement. Alors, petit Sam, j'ai encore des questions pour toi, bien évidemment. Tu m'étonnes. Voilà. Et pourtant, je t'assure que j'ai sélectionné. Parce qu'en plus, ça m'arrive de recevoir 2 questions similaires, ou quasiment similaires. Ouais, donc, dans ce cas-là, donc il faut faire un tri. Voilà, exactement. Donc, j'ai une question de Ambre qui te demande donc, quels sont les métiers accessibles sans diplôme. Donc, tu l'as un petit peu évoqué, justement, mais je te la pose quand même. C'est ça. C'est les secteurs en tension qu'on évoquait tout à l'heure et qui vont être accessibles sans diplôme, mais une petite formation en interne quand même au démarrage. Mais on parlait de tout ce qui était restauration. Donc, par exemple, avec le métier de serveur, on parlait de la logistique avec tout ce qui est préparation de commandes. On parlait du nettoyage avec les agents d'entretien. Donc, encore une fois, même s'il y a une petite formation en interne, il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour ça. Donc, renseignez-vous et finalement, peut-être que vous pouvez commencer un nouveau métier très, très rapidement. Donc, allez-y, foncez. Ouais, c'est sûr que c'est toujours plus facile de se reconvertir si on sait que... c'est vrai que, par exemple, si demain, je veux devenir chirurgien, effectivement, ça va être compliqué. Je pense que j'aurais fini mes études, je serais en retraite. Donc, effectivement, c'est toujours mieux. C'est bon à savoir, en tout cas. Donc, j'ai une autre question, qui est une question de Pierrick. Donc, c'est peut-on faire une reconversion professionnelle si on est toujours en poste ? Bonne question, Pierrick. Il joue sur plusieurs tableaux, là, Pierrick. Alors, Pierrick, je pense qu'il a envie de quitter son entreprise, mais qu'il n'ose pas parler à son patron. Il vient d'où, ce Pierrick ? Alors, Direct Jobs. Oh, bizarre. Alors, est-ce qu'on peut faire une reconversion quand on est toujours en poste ? On ne peut pas faire 2 métiers à plein temps en même temps. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut entamer la réflexion. Et ça peut être aussi rassurant de se dire, je quitte pas mon poste tout de suite, j'ai mon salaire, j'ai toujours mes points de repère, tout va bien, mais je commence à réfléchir à autre chose. Et donc, on balaye toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure. Et quand le projet, il est sûr, même avant que le projet soit complètement sûr, il faut commencer à en parler à son entreprise. Parce qu'on ne peut pas quitter une entreprise comme ça. Il y a peut-être un préavis, par exemple. Donc, s'il y a un préavis de 1 mois, 2 mois ou plus, j'en sais rien, faut prendre ça en compte parce que ça veut dire qu'on ne peut pas entamer tout de suite la phase de terrain, peut-être. Donc, on peut commencer à réfléchir en étant en poste, mais il faut aussi bien gérer le timing de à quel moment je commence
commencer à en parler parce que je veux pouvoir partir à tel moment. Donc, il faut vraiment bien gérer son timing. Puis c'est surtout par rapport à l'employeur aussi. Il faut rester discret et puis de faire en sorte, parce que si jamais l'employeur il sait que son employé veut faire une reconversion, forcément se dit est-ce que c'est une reconversion pour évoluer dans mon entreprise ? Pourquoi pas, ça peut être le cas, ou effectivement c'est pour quitter l'entreprise. Donc là c'est peut-être un peu plus délicat par la suite. Après, bien sûr, tout dépend de la relation que le salarié qui souhaite se reconvertir a avec la direction de son entreprise. Exactement. Bien sûr. Mais ça c'est au cas par cas, j'imagine. Exact. Et pareil pour le préavis, je ne sais pas si je me trompe, Tissam, tu vas me dire, mais le préavis, on peut toujours le négocier avec son employeur. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi une question de relation avec son employeur. C'est vrai que si ça se passe pas bien et que du jour au lendemain, on a un salarié qui dit moi je veux arrêter mon contrat, le patron qui se retrouve comme ça du jour au lendemain à se dire il faut que je recrute à nouveau, j'avais pas prévu, c'est du temps en plus, et qui se retrouve un peu dans la galère, il va pas forcément avoir envie de faciliter le départ du poste aux salariés. Par contre, si c'est anticipé, si c'est dit suffisamment en amont, si les choses sont expliquées pour dire moi ce poste-là, aujourd'hui il est plus pour moi pour telle et telle raison, j'ai envie de ça, et je vous le dis assez tôt pour que vous ayez le temps aussi de vous organiser, parce que je conçois qu'il faudra recruter quelqu'un pour me remplacer. Le patron, il peut apprécier ça et essayer de faciliter aussi les choses pour le salarié qui va partir. Donc toi, tu nous conseilles en gros d'être franc quand on a décidé de... Ouais. Toujours, parce qu'en plus, vous savez pas, votre employeur, il peut aussi peut-être vous donner des bons conseils, des pistes, vous ouvrir un petit peu son réseau. Vraiment, il y a des bonnes choses à prendre. Donc, toujours essayer de préserver de bonnes relations. Et puis, moi, je dis toujours, le monde est petit et je le vois régulièrement au quotidien. Et si vous quittez mal une entreprise, si vous êtes en mauvais termes, et qu'après, par exemple, il y a un contrôle de référence ou que finalement, votre futur patron connaît l'ancien patron, ça, c'est une situation que j'ai vue il y a une semaine. Donc, c'est vraiment des choses qui existent. Là, tu parles de concret. Non, mais vraiment, c'est... On peut se dire que ça va arriver une fois sur je ne sais pas combien, mais clairement, ça arrive. Et c'est une personne qui était en stage dans une entreprise. Ça se passait super bien. L'entreprise voulait l'embaucher. Elle voulait juste faire un contrôle de référence en amont. Sauf que l'ancienne entreprise, la personne l'avait quittée super mal. Et elle n'était plus du tout en lien. Il ne fallait surtout pas appeler l'ancienne entreprise parce que les retours auraient été catastrophiques. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Toujours bien partir, laisser une bonne image jusqu'au bout. D'accord, merci petit Sam. Toujours très intéressant de t'écouter. J'adore ce sujet. Oui, je vois. J'ai l'impression que ça tient à cœur. C'est fait avec passion. Puis tu le vis régulièrement lors de tes formations, du coaching, etc., quand tu accompagnes les entreprises et les employés. Donc forcément... Alors, j'ai une autre question qui m'a été envoyée par Étienne. Étienne, donc de Villeneuve-d'Ascq, puisque je sais que tout à l'heure ça t'intéressait. Oui, j'aime bien savoir ça. J'aime bien faire un peu le tour de France des questions. Alors je ne sais pas si tu connais Villeneuve-d'Ascq, c'est pas loin de Lille. De nom. Voilà, c'est ça. Alors, donc il nous demande quelle est la limite d'âge pour une reconversion professionnelle. Donc je pense que notre cher Étienne a peut-être envie de se lancer, mais il doit plus avoir 20 ans et du coup il se pose la question. Ouais, Eric, on sait que c'est toi. Eric, c'est toi, Étienne. Elle me regardait depuis tout à l'heure, j'ai dit ça va forcément retomber sur moi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Allez, dis-nous la vérité, Eric. Je vais te dire, cette question, finalement, je l'entends régulièrement de la part de personnes qui ont 50 ans, qui ont une bonne cinquantaine, voire parfois 60 ans. Donc Eric, on sait que c'est toi. J'allais le dire, mais j'ai pas osé. Je n'ai pas 60 ans. 59 et demi. Et 3 jours. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que si ça vous trotte dans la tête, il faut aller au bout de l'idée. Moi, j'aime pas l'idée de vivre avec des regrets. Et surtout, si vous n'êtes pas bien dans votre poste, c'est que c'est le moment de penser à autre chose. Quitte finalement à quitter votre poste dans votre entreprise pour aller faire le même poste ailleurs, ça peut être ça aussi l'idée. Mais si vous avez envie d'autre chose, s'il y a vraiment d'autres secteurs qui vous attirent et vous vous dites « mais j'ai toujours aimé ça, j'ai jamais osé », mais allez-y. Et donc il n'y a pas de limite d'âge, on peut se dire à 59 ans et demi, par exemple, se dire je vais changer complètement de voie. Moi j'ai envie de dire l'inverse, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui vous en empêcherait ? Parce que souvent ce qui empêche les gens, c'est eux-mêmes, c'est les gens qui se mettent des barrières. Donc oui, c'est difficile effectivement de changer de voie, de se reconvertir, mais ça l'est tout autant à 59 ans et j'ai envie de dire à 25 ans. J'ai même des personnes qui ont justement cet âge-là, 24-25 ans, et qui me disent mais
comment je fais pour être crédible auprès d'un recruteur quand je lui parle de reconversion alors que j'ai 25 ans et que ça fait 1 an que je commence à bosser? Je ne suis pas crédible. Donc, en fait, des difficultés, il y en a quel que soit l'âge. À tout âge. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément reconversion à 25 ans. Et voilà. Moi, c'est l'âge auquel j'ai fini mes études, justement. Donc, je veux dire que c'est l'âge que tu as. Oui, petit Sam, la chirurgie fait des miracles. J'arrive à... On ne va pas citer de marque pour les crèmes. Non, on peut pas. Non, mais il y a des gens aussi qui... après, c'est même pas une question d'âge, je suis d'accord avec toi, dans le sens qu'il y a des gens qui sont jeunes et qui ont peur de prendre des risques. Voilà, parce que pour X raisons, et puis que il y a des gens qui arrivent effectivement un peu pas en fin de carrière, mais qui ont décidé de dire, moi j'avais un rêve depuis, moi j'ai vu dans mon ancienne expérience professionnelle des clients qui du jour au lendemain avaient des grosses situations, même des belles situations dans des belles entreprises, et qui ont pris la décision de monter un bar tabac, par exemple. Donc ils ont fait une formation par rapport à ça, etc. et tout, mais c'est des gens qui ont rêvé d'une épicerie. J'ai connu des gens qui ont une petite épicerie dans une commune avec 500 habitants, mais c'était leur rêve, etc. Donc, moi, je dirais le seul message, c'est que vivez vos rêves et que pour ça, il n'y a pas de limite d'âge, quoi. C'est ça. C'est beau, Eric. C'est beau, ouais. On va noter. On va pas finir là-dessus encore. Mais... Je vais rajouter une chose par rapport à ça, parce que c'est vrai que ce que j'entends beaucoup aussi en parallèle, c'est les gens qui disent, mais moi, par exemple, j'ai perdu mon boulot, j'ai 57 ans, je retrouve plus de boulot, on n'embauche plus les seniors. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Encore une fois, c'est difficile à tout âge. Quand on démarre, qu'on a 20 ans, c'est difficile aussi de trouver un boulot. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier les avantages que votre âge va vous procurer. Et quand on a 55, 60 ans, les avantages, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà finalement la capacité à prendre du recul. C'est la connaissance du terrain, c'est la connaissance du fonctionnement des entreprises. C'est la capacité aussi à bien fonctionner avec différents caractères, la capacité d'adaptation dont on parlait tout à l'heure. C'est savoir prendre de la hauteur sur certaines situations, gérer ses émotions, capacité aussi à fédérer peut-être. Donc c'est vraiment beaucoup de compétences, mais qu'on ne peut pas avoir à 20 ans parce que ça se développe aussi dans le temps. Donc mettez en avant aussi les atouts que votre âge vous procure. Tout à fait. Et c'est vrai que parfois les recruteurs ont peut-être plus de mal à recruter des profils plus âgés parce que plus expérimentés et du coup plus chers. Et c'est ce qui peut bloquer aussi parfois. Oui, mais on paye la qualité. C'est ça, exactement. Après, comme tu dis, il faut savoir se vendre. Toujours. Voilà. Mettre ses atouts en avant, c'est toujours ça l'idée. Ouais. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question, petit Sam. Oui. Une question qui nous vient... qui nous vient d'un Eric, justement. Tiens, coïncidence, c'est pas moi. Je ne sais pas. Alors, est-ce le bon moment pour changer de métier? Voilà. En plus, Eric, il a répondu à cette question. Je vous dis au revoir. Je vais m'en aller. Allez, au revoir, Eric, on a compris, là. Eric, il a déjà répondu à cette question, finalement, à la question d'Eric, parce qu'il a dit « vivez vos rêves ». Et ça rejoint, en gros, ce que moi, je pense, c'est-à-dire que si vous avez envie de changer de métier, pourquoi attendre 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est maintenant que vous y pensez, c'est maintenant que vous en avez envie. Donc, vous n'allez pas le faire aujourd'hui parce que vous y pensez aujourd'hui. Mais commencez à y réfléchir, commencez à avancer dans le projet, dans la réflexion. Et puis, si vous voyez que ça tient de plus en plus la route et que ça vous correspond, mais allez-y. Allez-y. Ouais, il faut se lancer. C'est vrai que combien de personnes, justement, souhaitent se reconvertir et au final disent je le ferai l'année prochaine ou dans 2 ans ou quand mes enfants seront plus grands. Après, ça dépend du cas personnel aussi. C'est vrai que quand on est tout seul, célibataire et que, on n'a que soi à penser, on mesure les risques et puis on se lance et on fonce sans aucun souci sur un projet qui tient à cœur. C'est vrai que quand on est marié, qu'on a une vie de famille avec des enfants, etc. et tout, forcément, il y a toujours un frein psychologique, mais je dis rien n'empêche que les projets peuvent se faire quand même en mesurant les risques. C'est sûr que même si on n'est pas tout seul, je pense qu'il faut y aller, quoi. C'est ça. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et finalement, j'ai envie de dire, même s'il faut tenir compte de sa situation et de ses besoins, etc., tant que le projet il n'est pas fait sur un coup de tête et que vous claquez pas la porte de votre entreprise en disant je change de boulot, mais ça ne pourra qu'aller bien, en fait, parce que vous allez sécuriser cette reconversion, finalement, et ce passage à un autre métier, une autre entreprise. Oui, totalement. J'ai une dernière question, petit Sam. Est-ce qu'on a le temps de la poser? On a encore un petit peu le temps. Voilà, je vois Lucas qui fait des grands signes, tout ça. Voilà, avec j'ai compté ses doigts et c'est le nombre de minutes. Il n'y a pas de souci. Alors, la dernière question que j'ai reçue, donc c'est Émilie. Donc Émilie, qui doit être certainement assez jeune, qui nous dit je souhaite changer d'orientation, mais mes parents ne sont pas d'accord. Que faire?
Change de parent. Alors, c'est un peu délicat. Il y a cette option-là de changer de parent. Ok. Si c'est pas possible pour toi, ce qu'il va falloir faire, si tes parents ils veulent pas, en fait, on est presque dans la même situation que quand un recruteur est pas convaincu. C'est-à-dire qu'il faut le rassurer, il faut le convaincre. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut peut-être commencer par convaincre les parents avant de convaincre le recruteur. Mais bien sûr, et ça peut sembler difficile, mais si les parents veulent pas, souvent c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ça marche pas, que la personne, enfin que leur enfant se retrouve sans rien et que ce soit une situation qui soit compliqué. Si déjà, donc c'était Émilie, ouais, tout à fait. Si déjà toi tu fais ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission, que tu te renseignes, que tu vas rencontrer des professionnels, que tu parles avec eux sur LinkedIn, tu auras des arguments et tu seras déjà vachement plus convaincante que si tu dis papa, maman, j'arrête tout, je fais autre chose. Forcément que ça fait peur, ça. Et je pense que malheureusement, Émilie donc ne précise pas quel domaine d'activité. C'est pour ça on peut pas savoir justement vers quoi elle veut aller. Et je pense que pour Émilie, enfin bon, il n'y a que des bons conseils, mais disons qu'elle peut associer justement ses parents au projet. C'est que bon, elle peut rechercher et faire participer ses parents pour vraiment donner une bonne description du métier par lui-même, en quoi ça consiste, sur quelle entreprise peut-être qu'elle a consulté, etc., pour prouver aussi à ses parents que vraiment elle est déjà très motivée et que c'est son truc, quoi, voilà, et respecter son choix. Mais je pense qu'il faut vraiment intégrer ce projet et que ses parents soient avec, ou soit simplement peut-être son papa ou sa maman, ou peut-être les deux, hein, ça sera encore mieux. Mais vraiment d'associer ce projet vraiment, mais en famille. Voilà. Après, c'est peut-être, malheureusement, comme je vous disais, donc elle ne précise pas le secteur d'activité, mais c'est peut-être parce que c'est justement un domaine où il y a peu de débouchés. Enfin, j'en sais rien. Là, c'est vraiment... C'est pilote de chasse. C'est ça. De toute façon, avant d'en parler aux parents, renseigne-toi. Et toi, tu pourrais justement leur dire en quoi ça te correspond. Comme ça, ils vont se dire, mais en fait, ce que tu dis là, c'est logique. Et on parlait des débouchés. Justement, renseigne-toi sur les débouchés pour pouvoir leur dire, bah voilà, vers quoi je pourrais aller comme métier, quelles sont les perspectives d'évolution, quel est le salaire. Et tout ça, ce sera des éléments qui seront rassurants. Oui, je pense qu'en présentant justement à ses parents un plan structuré, clair, et en ayant les réponses aux questions qui pourraient se poser, ça peut effectivement les aider à... C'est ça, commence à prendre des contacts, à aller parler aux professionnels, comme ça tu pourras dire ça à tes parents, j'ai rencontré tel professionnel, il m'a confirmé, il m'a conforté dans mon choix, il m'a confirmé que ça, voilà, ça me correspondait. Et comme ça, vraiment, ce sera des arguments qui seront forts aussi pour tes parents. Donc ce sera des éléments très intéressants à leur présenter. Il faut les rassurer. Voilà. Émilie, j'espère que tu nous écoutes et que voilà, tu as entendu tu peux faire passer l'émission d'ailleurs à tes parents. Voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. J'espère que tu as entendu les super conseils de Petit Sam. Tout à fait. Et que ça te servira justement. Bah écoutez, on est déjà à 3 minutes de la fin, donc on va être obligé de faire ce petit mot de conclusion. Une fois de plus, une heure, ça passe très vite. Les sujets sont tellement intéressants à chaque fois. Donc, Pissam, je veux dire un grand merci parce que bon, on a eu ce privilège de t'avoir ce coup-ci en direct, naturellement, et en vrai, en nature. Et un grand merci d'être venu de Lyon sur l'île. Et je sais que tu reviendras. Voilà, on a effectivement toujours cette collaboration une fois par mois d'enregistrer cette émission, mais aussi des projets par la suite. Je veux dire un grand merci à Sandrine, hein, qui était avec moi naturellement sur merci sur de ne pas m'oublier cette fois. Non, voilà, non, mais bon, petit message. Oui, non, mais c'est caché à peine caché. On va l'appeler la spécialiste des questions. C'est ça. Piège ou pas piège, mais des questions, voilà, tout à fait. Donc un grand merci aussi à toi d'avoir préparé aussi cette émission. Un grand merci naturellement à Radio Plus qui nous a accueillis, parce qu'on avait cette chance aussi d'être dans leur studio magnifique. Donc, c'est vrai qu'on était très contents de partager ce bon moment avec eux. Un grand merci à Lucas qui a assuré, comme à chaque fois, cette partie technique. Un merci à Julien, merci enfin à toute l'équipe de Radio Plus et un grand merci à Christophe qui est le président de cette radio. Merci encore une fois de plus pour leur confiance. On se retrouvera naturellement le mois prochain avec Pissam, mais ce coup-ci malheureusement à Lyon. Peut-être qu'un jour on se déplacera aussi à Lyon, pourquoi pas. Je sais qu'on y mange bien, donc j'ai déjà quelques adresses, il n'y a pas de souci. Donc, un grand merci encore à toi, Petit Sam, d'être là. Le mois prochain, on va être sur le thème du pitch. Exact. Donc, tout un programme et une belle émission encore qu'on va préparer, je veux dire, ensemble. Et donc, est-ce que tu peux peut-être donner justement les références sur la chaîne YouTube où on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a une actualité particulière ces jours-ci ou dans le mois qui suit, naturellement, sur lesquels les gens ils peuvent te suivre
suivre aussi. Donc, si tu as des petites informations, profites-en. Tu as encore 1 minute 30. Ça marche. Donc, la chaîne YouTube, c'est Petit Sam se fait recruter. Site internet également sefaitrecruter.fr. Au niveau de l'actualité, ce que je fais en ce moment et qui change un petit peu d'habitude, c'est que je fais des vidéos avec un recruteur français, mais qui est au Canada. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par, non pas le changement de métier, mais le changement de pays, ça peut être c'est déjà un beau changement. Il fait bon y vivre au Canada. Exactement. J'ai eu l'occasion d'y aller, c'est magnifique. Ça peut être vraiment plein d'infos intéressantes. Et même au-delà de ça, c'est vraiment plein de questions générales sur le recrutement. C'est vraiment un recruteur qui vous répond et qui vous conseille. Donc, c'est vraiment des infos très, très intéressantes. Donc, à noter et à suivre impérativement. Voilà. Et il y aura un petit quiz le mois prochain pour ceux qui nous écoutent. Exact. Pour vérifier tout ça. Voilà. Écoute, bravo déjà pour tout ce que tu fais. Je sais que tu as encore plein de projets sur cette année, mais on n'en dit pas plus. On le dira au moment voulu. Il faut un petit peu de surprise là-dessus. Et donc, écoute, un grand merci à tout le monde. Et on se retrouve donc le mois prochain, voilà, pour le thème du pitch. À bientôt et bonne journée. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain avec Tissam et Eric de Direct Jobs pour une nouvelle thématique.